Donc bonjour à toutes et à tous. Merci de venir si nombreux un samedi matin. Et je suis très heureux de pouvoir discuter avec vous. Donc l'enjeu aujourd'hui est de discuter sur ce qu'on appelle les thérapies ciblées et l'immunothérapie, en sachant que, à mon sens, il n'y a pas forcément d'opposition avec les traitements conventionnels et notamment les chimiothérapies. Donc c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Donc n'hésitez pas à poser des questions. J'espère être suffisamment didactique par rapport à tout le panel de thérapies ciblées et d'immunothérapie qui sont actuellement disponibles. Et on verra également les enjeux de ces thérapies ciblées, que ce soit dans les modalités de traitement, les problèmes de toxicité de ces médicaments, et il y aura des tables rondes, donc je ne l'aborderai pas sur la problématique économique. Donc hier, on a eu une magnifique lecture du professeur Bertrand Coiffier qui nous rappelait l'importance de la chimiothérapie et des progrès que ça a permis dans le traitement des lymphomes. Donc il ne faut pas l'oublier, hein, un bon nombre de progrès ont été faits grâce à la chimiothérapie. Donc le protocole qui est le plus connu s'appelle le CHOP. Et avant l'ère des thérapies ciblées, on a beaucoup travaillé sur un concept d'intensité de dose, de faire des protocoles qui sont plus intensifs que le CHOP. C'est notamment un travail sur un traitement qui s'appelle l'ACVBP, que probablement certains d'entre vous ont eu, et qui a permis, dans certaines situations, d'améliorer les résultats du CHOP. Dans le même concept, on a travaillé sur les chimiothérapies haute dose et les autogreffes, qui ont permis également, dans certaines situations et dans certains sous-types de lymphomes, d'améliorer encore les résultats. Donc, à l'ère des chimiothérapies, ce qui est extrêmement important et qui, à mon sens, rejoint le concept de thérapie ciblée, c'est que dans le lymphome, il n'y a pas que le CHOP dans la vie. Et on a vu et on a développé des protocoles qui, pour certains sous-types de lymphome, utilisent d'autres chimiothérapies que le CHOP. C'est notamment l'aracitine avec les lymphomes du manteau, des produits comme l'asparaginase pour des lymphomes T très rares. Donc on voit qu'on va attacher un certain nombre de protocoles spécifiques à des sous-types de lymphomes. Donc même dans le cadre de la chimiothérapie, c'est déjà une thérapie ciblée, car par exemple pour un lymphome du manteau, on fait actuellement des traitements qui sont à base d'aracitine. Donc il y a une sorte d'addiction à l'aracitine pour les lymphomes du manteau, et pour des lymphomes, d'autres sous-types de lymphomes, on utilisera des protocoles différents. Donc c'est pour ça que je pense que l'opposition avec les thérapies dites ciblées est pas tout à fait vraie, puisqu'on a déjà un certain nombre de protocoles de chimiothérapie standard spécifiques pour les lymphomes. À mon sens, également, la première thérapie, qui n'en est pas une, mais qui est ciblée, c'est le PET scan. Et je pense que les choses ont beaucoup évolué avec l'arrivée du PET scan. Donc c'était dans les années 2000, parce que ça a fondamentalement changé le bilan d'extension des patients. On va voir quelques exemples. Ça a permis de moduler les traitements en cours de chimiothérapie. Et enfin, ça a simplifié les évaluations en fin de traitement. Donc c'est un concept, donc c'est un examen de médecine nucléaire. Je pense que ce serait difficile si l'une ou l'un d'entre vous n'avait pas eu de PET scan un jour. Et c'est basé donc sur une avidité différente du glucose entre les cellules tumorales et les cellules normales. Donc le marqueur qui s'appelle le FDG, hein, donc qui est marqué en médecine nucléaire, va s'accumuler au niveau des cellules lymphomateuses, et on va passer une scintigraphie
Personnellement, en consultation, j'aime bien montrer les images de PET scan. C'est assez parlant. En plus, maintenant, on fait des images de reconstruction qui sont assez claires. Et on verra donc un différentiel entre des ganglions qui sont malades et des ganglions qui sont normaux. Donc, par exemple, dans le bilan initial, donc je suis désolé, j'ai pas de pointeur. Je vais essayer comme ça. Oui. On voit tout ce marquage, donc c'est des images de reconstruction où le traceur va s'accumuler au niveau des ganglions. Donc ça, c'est une patiente qui avait une maladie de Hodgkin. Et on voit principalement des fixations au niveau du médiastin, donc ici. Mais on remarque sur une autre coupe également des fixations au niveau de l'os. Donc avant l'ère du PET scan, on va dire qu'on serait passé à côté des localisations osseuses. Donc on aurait sous-traité la patiente, donc on l'aurait traitée comme un stade 2, donc avec des cures d'ABVD et de la radiothérapie, et on aurait oublié les localisations osseuses. Donc on voit bien que le PET scan nous donne une image au diagnostic qui est beaucoup plus fine, et ça nous permet de modifier notre stratégie de traitement. Donc là, c'est une patiente qui va bénéficier d'un traitement de chimiothérapie exclusive, sans radiothérapie, avec un traitement plus intensif que la BVD qui s'appelle le BICOP. Et autre concept qui est extrêmement important et qui est à l'initiative des équipes françaises, c'est que cette patiente va bénéficier d'un nouveau PET scan après 2 cures. Et le PET scan va se normaliser, et là on va pouvoir changer de traitement et faire un traitement qui est beaucoup moins fort, et on va retourner à la BVD. C'est extrêmement important en termes de tolérance, et chez la femme jeune, également de fertilité, pour préserver la fertilité. Donc on a réellement un apport majeur de cet examen pour mieux savoir où on en est au départ. Donc on a une photographie au diagnostic qui est beaucoup plus fine, et ça va permettre de nous permettre d'adapter le traitement après 2 cures ou à mi-parcours. Et pour certains autres sous-types de lymphomes, comme les lymphomes diffus à grande cellule B, ce type d'imagerie nous permet par exemple d'éviter de faire une autogreffe et de continuer avec des traitements d'immunochimiothérapie conventionnelle. L'autre point important, c'est qu'en fin de traitement, on sait que sur les scanners, il peut rester des ganglions résiduels. La question est de savoir s'il reste une maladie active dans ces ganglions, et le PET scan va également nous aider. Donc on voit les ganglions qui restent à ce niveau-là, vous êtes obligé de me croire. Donc on voit que la masse par rapport au départ, la masse ganglionnaire a tout de même bien diminué, mais elle n'a pas complètement disparu. Donc on voit l'avidité pour le glucose marqué à ce niveau-là, et on voit qu'en fin de traitement, il n'y a plus du tout de marquage. Donc ça va nous définir ce qu'on appelle une rémission complète, c'est-à-dire que malgré le fait qu'il reste des images résiduelles au niveau du PET scan, au niveau du scanner, le fait qu'on n'ait plus du tout de fixation au niveau du PET scan fait qu'on peut affirmer la rémission complète. Donc, avant l'ère du PET scan, on faisait des scanners successifs pour voir comment aller dans le sens cette masse résiduelle. Donc maintenant, on peut, sur un examen d'imagerie simple, affirmer, sans trop tergiverser, le fait que la rémission complète est obtenue. Ce qui est important, c'est qu'on montre également dans cette situation que finalement multiplier pour certains sous-types de lymphomes, comme par exemple les lymphomes diffus à grande cellule B, multiplier après les examens de scanner dans la surveillance ne sert pas forcément à grand-chose, et finalement la prise en charge clinique
les symptômes sont actuellement dans la surveillance beaucoup plus importants. Et la relation qu'on a avec vous dans l'interrogatoire, une fois que la rémission complète est obtenue, dans certains sous-types de lymphome, est plus important que de faire des scanners tous les 3 mois, tous les 6 mois. Donc la chimiothérapie, à mon sens, le PET scan qu'une sorte de thérapie ciblée. Et le troisième point qui est absolument fondamental, donc là les journées du LISA ont été extrêmement riches par rapport à ça, c'est la meilleure compréhension des lymphomes. Donc c'est une maladie extrêmement complexe, donc c'est une plaque pour vous montrer un peu la complexité. Donc ce qui est majeur actuellement, c'est que on prend en compte la physiologie normale d'un lymphocyte, donc d'un lymphocyte B ou d'un lymphocyte T, et on va voir qu'au cours de son parcours dans l'organisme, donc au niveau de la moelle osseuse, au niveau des ganglions, au niveau de la rate, en fait ce lymphocyte B ou ce lymphocyte T peut faire un certain nombre d'erreurs et en quelque sorte se figer au niveau d'une structure précise du ganglion. Et de là va découler une soixantaine de sous-types de lymphomes. Et nous, notre enjeu, c'est mieux comprendre la physiologie du lymphocyte B et la physiopathologie du lymphome, donc du lymphocyte B ou du lymphocyte T qui s'est donc modifié. Et c'est cette compréhension qui, on va dire, qui date plutôt des années 2000. On commence à bien disséquer les différents sous-types de lymphome qui va nous aider, bien entendu, à proposer des traitements différents. Et si on prend une entité même homogène, comme les lymphomes diffus à grande cellule B, on sait qu'à l'intérieur de cette grande catégorie, qui est le lymphome le plus fréquent, on a des histoires biologiques qui sont différentes et on pourra, dans un futur proche, proposer des traitements ciblés différents alors qu'on a une image au diagnostic qui est censée être identique. Donc c'est à mon avis 3 premiers points, la chimio, le PET scan et la biologie, qui sous-tendent le développement des thérapies ciblées. Donc la première thérapie ciblée a été les anticorps anti-CD20, donc le rituximab, donc qui est applicable pour les lymphomes B et les lymphocytes B. Et donc cet anticorps, qui est figuré ici sous la forme d'un trident, on va dire, va se fixer sur les lymphocytes B, donc le lymphome B, et va attirer à lui le système immunitaire. Et c'est le système immunitaire qui va détruire la cellule malade. Donc l'arrivée des anticorps monoclonaux date des années 2000. Et on a prouvé que actuellement, dans tous les lymphomes B, cet anticorps avait un impact significatif sur la réponse au traitement et sur la diminution du nombre de rechutes. Donc vous pouvez retrouver votre protocole de chimiothérapie, que ce soit le R-CHOP, le RACBBP, le R-COPADEM, le RDAP, le RICE. Donc on va adjoindre à la chimiothérapie, ou parfois en monothérapie, cet anticorps monoclonal. Donc c'est vraiment ce qui a lancé le développement des thérapies ciblées. Donc ceci plus la meilleure compréhension de la biologie du lymphome, de la biologie d'un lymphocyte, fait qu'on va ensuite, à chaque étape, essayer de bloquer le lymphocyte qui est malade. Donc je vais essayer de vous guider dans cette aventure. Donc vous avez une cellule lymphomateuse, et cette cellule, elle a un récepteur qui est capital pour sa survie. Donc on appelle ça
un BCR, donc c'est le récepteur de la cellule B, et la cellule lymphomateuse reçoit énormément d'informations via ce récepteur, et ce récepteur est essentiel pour sa survie. Donc, via la surface de la cellule, ces récepteurs vont engendrer des signaux, et des signaux pas très sympathiques, parce que ça va être des signaux pour proliférer, et puis, donc, en quelque sorte, donner une maladie plus agressive. On a d'autres structures qui sont importantes à l'intérieur de la cellule lymphomateuse. Il y a donc en jaune, donc c'est le numéro 4, une structure qui s'appelle la mitochondrie. Et c'est là, c'est une sorte de balance qui permet à la cellule soit de survivre ou soit d'être détruite. On verra qu'il y a certaines thérapies ciblées qui vont aller taquiner en quelque sorte la mitochondrie pour la bloquer et favoriser, bien entendu, la mort cellulaire. Il y a une autre structure qui s'appelle le protéasome, qui est en quelque sorte la poubelle de la cellule. C'est un petit peu comme à la maison, hein, si on ne vide pas les poubelles, là, il y a un léger problème. Donc, on a certaines molécules qui vont cibler le protéasome, la poubelle de la cellule, et c'est ce qui gère en fait les déchets. Et par exemple, quand on n'a pas besoin d'une molécule dans une cellule, on va la mettre à la poubelle. Donc il y a des jeux de flip-flop avec le protéasome, et c'est important pour la survie de la cellule. Ensuite, là où se trouve l'ADN de la cellule, c'est le noyau, et la chimiothérapie conventionnelle va se fixer sur l'ADN, et la cellule ne fonctionne plus. Donc ça, on connaît ça depuis des années, hein, c'est le mécanisme fondamental d'action de la chimiothérapie. Par contre, ce qui est actuellement plus intéressant, c'est un petit peu le manteau autour de l'ADN, et c'est tout ce qui régule le fonctionnement de l'ADN. Donc on appelle ça de manière un peu pompeuse l'épigénétique, donc épi, donc autour de l'ADN, et on sait que finalement c'est le deuxième code génétique, et c'est ça qui est absolument essentiel pour réguler une cellule. Et en fait, toute la meilleure compréhension de l'épigénétique va nous emmener à développer des molécules qui vont agir sur tout l'emballage de l'ADN et tout ce qui régule la multiplication de la cellule. Une cellule lymphomateuse seule, globalement, ça fait pas grand-chose, hein. Ce qui est important, c'est son micro-environnement, c'est ce qu'il y a autour des cellules lymphomateuses, donc c'est ce qu'il y a dans le ganglion, et les cellules lymphomateuses prolifèrent, mais ont également la mauvaise idée de prendre à partie ce qu'il y a autour d'elles et de modifier les fonctions des cellules qui sont normales, et on peut actuellement cibler ce qu'il y a autour des cellules lymphomateuses, et ça, c'est tout le champ de l'immunothérapie. Donc, je vais vous donner, pour ces 6 points, des exemples de traitements qui sont actuellement faits soit de manière standard, ou soit qui sont en développement et qui vont donc nous aider à bloquer la cellule lymphomateuse. Donc, c'est comme une clé dans une serrure. Il faut trouver la bonne voie, et ça va être l'enjeu des années à venir. Donc si on reprend ce qui se passe autour de la cellule avec le développement des anticorps monoclonaux, donc vous avez bien vu le trident de l'anticorps anti-CD20, donc le rituximab. Donc l'une des solutions, la première solution, c'est de faire mieux que le rituximab, et on va donc créer des autres anticorps, des super anticorps, pour améliorer les fonctions du rituximab. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va améliorer la fixation aux effecteurs immunitaires qui vont détruire les cellules lymphomateuses. On va améliorer la fonction de fixation
sur la cellule lymphomateuse. Donc tout ça, c'est fait par ingénierie. Donc il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus. Et donc on a une nouvelle génération d'anticorps anti-CD20. Donc c'est le GA101, qui a un nom commercial qui s'appelle le Gazivaro. Et actuellement, on l'utilise déjà, et on a montré que c'était plus efficace que le rituximab dans les leucémies lymphoïdes chroniques pour des patients plutôt âgés, en association avec du chloraminophen, donc des comprimés de chimiothérapie qui se prennent par la bouche. Et on a vu que ça faisait mieux que le rituximab. On aura probablement également une autorisation de mise sur le marché pour les lymphomes folliculaires en rechute. Et donc on part d'un concept qui a été développé il y a plus de 20 ans, et on va améliorer les anticorps. Donc là, ça fixe le CD20, mais vous pouvez imaginer une cellule lymphomateuse avec plein de récepteurs à sa surface, hein, plein de serrures en quelque sorte. Donc je vous ai mis des exemples, CD19, CD79, et on peut en fait améliorer ce concept et aller développer des anticorps qui vont aller cibler ces serrures avec des clés. Donc il y a un certain nombre de développements de nouveaux anticorps monoclonaux. Donc ça, c'est un concept qu'on appelle d'immunothérapie passive, puisque globalement, il vous faut une cible, un anticorps et la destruction cellulaire. L'enjeu est de bien sûr toujours montrer que ça va faire mieux que la génération précédente d'anticorps. Ce qui est par contre nouveau, c'est qu'on va pouvoir accrocher un certain nombre de molécules à ces anticorps. Donc là, vous avez un exemple d'anticorps monoclonal qui va se fixer sur un récepteur qui s'appelle le CD30. Donc vous avez la surface de la cellule. Et tout seul, globalement, ça ne fait pas grand-chose. Par contre, on va mettre une molécule de chimiothérapie dessus. Et la molécule de chimiothérapie va être internalisée, va rentrer dans la cellule tumorale et va donc avoir un effet ciblé dans la cellule tumorale. Et donc vous emmenez directement le traitement dans la cellule tumorale. Donc c'est extrêmement intéressant parce que ça va épargner les tissus et les cellules saines. Donc vous aurez vraiment un effet de votre chimiothérapie très ciblé. Donc c'est un anticorps qui s'appelle le brentuximab vedotin, ou Adcetris, donc c'est son petit nom commercial. Et globalement, c'est un traitement qui est utilisé actuellement dans les lymphomes hodgkiniens, donc la maladie de Hodgkin en rechute, et qui nous rend beaucoup de services pour les pathologies, les lymphomes hodgkiniens en situation de rechute, donc c'est pas très fréquent, et ça a grandement amélioré les résultats des situations en rechute. Et actuellement, bien entendu, un petit peu comme le R-CHOP pour les lymphomes B, on essaye actuellement d'emmener ce type d'anticorps au début de la maladie pour améliorer encore le pronostic des patients ayant un lymphome hodgkinien. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un nouveau concept d'anticorps, donc ça fait des anticorps intelligents qui vont emmener la chimiothérapie dans la cellule. Et par exemple, dans le cas du cancer du sein, il y a également la même chose avec un anticorps qui est couplé à une chimiothérapie et qui va l'internaliser. Donc il y a eu là je vous montre un succès, mais il y a eu quand même quelques échecs avec ces stratégies, où parfois on a quand même de la toxicité qui n'est pas négligeable. Donc on doit également apprendre à manager ces nouveaux anticorps. Hein. C'est pas si facile que ça. Donc il y a certains produits, donc on appelle ça des immunoconjugués, qui avaient des profils d'efficacité qui étaient extrêmement importants, mais par contre des profils de toxicité qui étaient rédhibitoires, avec par exemple des problèmes de toxicité hépatique. Donc ensuite, si on suit le petit schéma qui est en haut à gauche pour vous, on va rentrer dans la cellule
Et là, il y a tout un système de communication extrêmement bien établi pour que le signal qui vient de l'extérieur aille jusqu'au noyau et dise à la cellule de proliférer ou d'arrêter de proliférer ou de mourir. Donc tout ça dans une cellule normale, dans un lymphocyte normal, est bien régulé. Hein, donc il y a des signaux qui disent plus, il y a des signaux qui disent moins. Et forcément, une cellule lymphomateuse, elle va vous mettre le bazar là-dedans et elle va activer un certain nombre de voies de signalisation. Et en fait, c'est la compréhension de toutes ces voies qui descendent de la membrane jusqu'au noyau, où on aura des signaux de survie, des signaux de prolifération, des signaux de mobilité. Donc ça veut dire que votre lymphocyte, votre cellule lymphomateuse va aller dans un autre ganglion, puis un autre ganglion, etc. Il va pouvoir adhérer aux différentes structures. Et l'idée, bien sûr, c'est relativement simple, c'est de bloquer ce signal pour que la cellule se bloque et arrête de proliférer ou de se propager. Donc c'est la compréhension de c'est comme des cascades, hein. Donc ces cascades d'activation, d'inhibition, qui vont nous permettre de développer des molécules qui vont en fait stopper net la voie d'activation. Donc actuellement, on a deux molécules, l'une qui s'appelle l'ibrutinib et l'autre qui s'appelle l'idélalysib, qui sont actuellement commercialisées, qu'on utilise dans les leucémies lymphoïdes chroniques, qu'on utilise dans les lymphomes du manteau et qu'on utilise dans les lymphomes folliculaires, qui vont bloquer ces voies juste en dessous du récepteur B. Et on verra ça à la fin du topo. Ça a complètement modifié certaines situations cliniques où, en rechute, on avait beaucoup de mal avec les traitements conventionnels. Donc c'est vraiment des... Donc vous voyez là en haut qu'on a notre anticorps anti-CD20 hein, qui fixe les anticorps anti-CD20, donc le rituximab. Et puis vous avez plein de voies à côté. Donc l'enjeu principal est de développer des molécules qui vont bloquer. Donc c'est un peu le chat et la souris hein, avec ces voies d'activation, parce que vous allez bloquer une voie et la cellule lymphomateuse ne va pas en rester là. C'est-à-dire qu'elle va essayer de la contourner et puis développer une autre cascade d'activation. Donc c'est la compréhension de toutes ces interactions entre ces différentes voies qui va nous permettre de mieux cibler les traitements et surtout de savoir, pour un patient qui a une voie d'activation A activée et une voie d'activation B qui n'est pas activée, savoir quelle molécule il faut utiliser. C'est aussi ça l'enjeu, pour éviter de donner une molécule à tout le monde pour lequel on n'aurait pas forcément de bénéfice. Donc on continue notre chemin à l'intérieur de la cellule. Donc on est rentré avec ces voies de signalisation dans la cellule. Et donc il y a un organite dans la cellule qui s'appelle la mitochondrie. En fait, c'est un peu le générateur de la cellule. C'est ça qui crée de l'énergie et c'est ça qui permet à une cellule de fonctionner. Donc quand vous imaginez une cellule lymphomateuse qui cherche quand même à proliférer, globalement, il faut essayer d'aller au niveau de la chaudière pour voir un peu ce qui se passe, pour diminuer le carburateur. Et donc scientifiquement, c'est ce qu'on appelle l'apoptose, et c'est ce qui entraîne la mort de la cellule. Donc c'est un peu une balance, hein, il y a des signaux de vie, il y a des signaux de mort, et la cellule est active dans son programme de mort ou son programme de vie. Ce n'est pas quelque chose qui est passif. Donc vous allez avoir toute une série de molécules qui vont se mettre dans la balance, donc soit en rouge ou soit en vert. Et bien entendu, l'idée est d'interagir
à ce niveau-là. Donc il y a une molécule qui est intéressante qui s'appelle le BCL2, puisque c'est vraiment un senseur de la mort ou de la vie de la cellule. Donc bien sûr, aller agir sur la mitochondrie, c'est pas simple, parce que vous avez les cellules lymphomateuses, mais vous avez également les cellules normales, et vous ne pouvez pas faire n'importe quoi avec la mitochondrie. Donc moi, depuis que je suis interne, on a essayé, j'ai vu toutes sortes de molécules qui ont été développées pour essayer de bloquer cette mitochondrie, avec plutôt des déceptions. Et là, on a l'impression qu'on a enfin trouvé comment ça pouvait fonctionner. Donc ça fait quasiment 20 ans qu'on travaille autour de la mitochondrie et de l'apoptose. Et là, on a un produit qui est actuellement utilisé dans la leucémie lymphoïde chronique, bien sûr en rechute, qui s'appelle le Venetoclax, et qui porte beaucoup d'espoir, d'une part par rapport à son profil de toxicité, mais surtout par rapport à son efficacité. Donc bien entendu, actuellement, il y a des programmes de recherche qui vont prendre ce qu'on sait déjà faire, le R-CHOP, le rituximab et la bendamustine, et on va associer donc ce traitement, le Venetoclax, pour donner un ciblage autour de la cellule avec l'anticorps, un ciblage au niveau de l'ADN avec la chimiothérapie, et un ciblage au niveau du carburateur de la cellule tumorale. Donc c'est un produit qui marche plutôt bien, donc c'est aussi des situations que l'on doit manager en termes de toxicité pour que tout se passe bien. Donc actuellement, les patients sont hospitalisés quand ils doivent bénéficier de ce traitement pour éviter un certain nombre d'effets secondaires. Donc maintenant, on va rentrer, j'espère que vous me suivez, on va rentrer à l'intérieur du noyau. Donc je vous ai mis en rappel en haut à gauche la cellule. Donc c'est une plaque qui paraît un peu compliquée. Donc globalement, vous avez les chromosomes qui sont là, avec la structure essentielle qui est l'ADN, puisque c'est les codes génétiques. Et toutes vos drogues, la plupart des drogues de chimiothérapie vont cibler l'ADN. Donc c'est le petit filet en bleu. Et on va voir que cet ADN s'entoure se compacte autour de structures protéiques. Et ce qui est important pour accéder à l'ADN, c'est que vous devez avoir soit des structures qui soient compactées, ou soit des structures qui soient décompactées. C'est un peu comme le tricot, voilà, même si je ne suis pas du tout un expert en le tricot. Donc soit vous avez des mailles qui sont lâches, ou soit vous avez des mailles qui sont très serrées. Et c'est extrêmement important pour tous les signaux qui descendent de la membrane d'avoir un contact étroit avec l'ADN, puisque c'est à partir de l'ADN que va se multiplier les cellules. Donc c'est des structures qui sont extrêmement importantes et sur lesquelles on peut agir pour soit décompacter le système et avoir accès, faire rentrer les molécules à l'intérieur, ou soit les recompacter. Donc c'est quelque chose d'extrêmement dynamique. Donc finalement, maintenant, vous savez, il y a des courants en biologie. Maintenant, on ne s'intéresse plus du tout à l'ADN et on s'intéresse surtout à ce qu'il y a autour de l'ADN et ce qui entoure comme un manteau l'ADN. Et on va développer donc des molécules qui vont donc interagir sur ces structures pour, par exemple, faire en sorte que la maille soit lâche et que l'on puisse agir au niveau de l'ADN. Donc il y a des complexes moléculaires autour de l'ADN avec une molécule qui s'appelle EZH2, qui est extrêmement importante, et qui vont permettre, c'est des structures qui vont permettre de compacter
compacter l'ADN. Donc vous avez moins accès à l'ADN. Donc ce qu'il faut, c'est inhiber EZH2 pour que, en fait, ça s'ouvre et que la cellule refonctionne et, si possible, meure. Donc c'est des molécules qui ont été développées. Donc de manière assez intéressante, c'est des molécules qui se prennent par la bouche le matin et le soir. Et surtout, c'est des molécules dont la toxicité est extrêmement faible. Donc c'est des traitements qui sont extrêmement bien supportés. Donc je vous ai mis un exemple d'histoire de lymphome folliculaire. Donc vous avez toutes les lignes de traitement, donc probablement que vous connaissez ces différents traitements. Et donc on va mettre en place cet inhibiteur de 2ZH2, donc le tazemetostat, son petit nom, on va dire scientifique. Et on voit, malgré l'inefficacité de tous les traitements antérieurs, d'une greffe, etc., une diminution lente, mais sûre, de la masse ganglionnaire. Donc on interagit à un autre niveau, au niveau de la cellule, autour de ce concept de l'épigénétique. Donc on va sortir de la cellule et on va s'intéresser au système immunitaire. Et en fait, votre cellule tumorale, le lymphocyte, dans son environnement, il n'est pas seul. Il y a un certain nombre de cellules de l'immunité, donc les lymphocytes normaux. Il y a également ce qu'on appelle le stroma cellulaire. Et il y a des contacts étroits entre les cellules tumorales, les cellules lymphomateuses, et le système immunitaire et les cellules du stroma. Donc ça fait une sorte de niche. Les cellules lymphomateuses vont se cacher au niveau de cette niche et vont surtout dire au système immunitaire de ne pas trop agir pour se défendre. Donc ce qu'il faut, c'est essayer de rééduquer le système immunitaire et essayer de lui dire que ce serait bien d'attaquer les cellules lymphomateuses. Donc on agit via la périphérie des cellules. Donc là, par exemple, vous avez un exemple de lymphome folliculaire. Donc tout ce qui est en vert, c'est les cellules lymphomateuses. Et les autres cellules, c'est le système immunitaire. Donc le système immunitaire est là. D'accord ? Et on va utiliser une molécule qui s'appelle le lénalidomide, qui est beaucoup utilisée dans le myélome ou le Revlimid. Et cette molécule qui agit notamment sur le protéasome, on l'a vu tout à l'heure, va permettre à nouveau au système immunitaire d'agir. Donc là, vous êtes obligé de me croire sur parole. Là, vous avez un lymphocyte, une cellule lymphomateuse et un lymphocyte T. Et quand vous mettez ce lymphocyte en présence de lénalidomide, de Revlimid, vous avez à nouveau un fonctionnement du système immunitaire. Donc, comme si vous aviez rééduqué le système immunitaire pour agir sur les cellules lymphomateuses. Donc les effecteurs immunitaires sont là, et donc on va finalement pas trop s'occuper de la cellule lymphomateuse, mais plutôt de ce qu'il y a autour. Donc actuellement, c'est des molécules auxquelles on croit beaucoup. Et par exemple, on a fait une étude thérapeutique où, en première ligne de lymphome folliculaire, on a comparé un traitement standard d'immunochimiothérapie, comme par exemple le R-CHOP, avec un traitement sans chimiothérapie qui utilise le rituximab et le Revlimid. Donc on a des traitements qui sont ce qu'on appelle de manière un peu pompeuse chemo-free, donc sans chimiothérapie. Donc on aura les résultats de cette étude en 2017. Un autre exemple pour rééduquer le système immunitaire, c'est le lymphome hodgkinien. Donc on voit qu'on a de moins en moins de cellules vertes. Donc les cellules tumorales sont en proportion extrêmement faible. Elles font moins de 5% d'un ganglion malade. Et par contre, on a beaucoup d'effecteurs. Et dans cette situation, dans les lymphomes hodgkiniens, la cellule tumorale va mettre à profit tout le système immunitaire et en fait va se cacher. D'accord ? Elle va figer le système immunitaire. Donc il y a des anticorps actuellement qui ont été développés,
qui, comme des ciseaux, vont couper les ponts, la relation entre la cellule tumorale et le système immunitaire. Donc c'est le grand boom de la cancérologie, avec l'utilisation de traitements comme le nivolumab ou le pembrolizumab. Donc ça va découper en quelque sorte les liens entre la cellule tumorale et le système immunitaire, et le système immunitaire va pouvoir à nouveau reprendre ses droits et à nouveau agir sur le lymphome hodgkinien. Et c'est bien sûr utilisé actuellement dans le cancer du poumon, dans le mélanome. Donc c'est vraiment des thérapies ciblées qui sont trans-cancer. Et ça nous sert pour des situations qui étaient auparavant extrêmement dramatiques, pour des maladies du Hodgkin, c'était extrêmement rare, pour lesquelles on n'arrivait pas à s'en sortir avec la chimiothérapie et même avec les immunoconjugués dont je vous ai parlé tout à l'heure. Enfin, la dernière approche, c'est de booster le système immunitaire. Donc en jaune, vous avez la cellule tumorale. Autour, on l'a vu, vous avez le système immunitaire avec les lymphocytes. Et une stratégie de traitement qui est en plein développement, qui s'appelle les CAR T-cells, consiste à prendre les lymphocytes chez les patients, hein, comme une sorte de pompage, en quelque sorte, et de les modifier. Donc on les modifie au laboratoire, et on va faire en sorte qu'ils aient des récepteurs spécifiques de la cellule tumorale. On va les réinjecter, donc ça prend un petit peu de temps, hein, donc ça prend à peu près 3 mois. On va les réinjecter, et donc ces lymphocytes qui sont à nouveau éduqués vont aller directement tuer la cellule tumorale. Donc on a moins de problèmes que par exemple pour les allogreffes. On prend directement les lymphocytes du patient, on les booste et on les réinjecte. Donc il n'y a pas de problème de rejet. Par contre, on a un certain nombre d'effets secondaires qu'on doit mieux comprendre, parce que ça fait un petit peu bombe atomique, hein, pour manager ce type de stratégie qui est tout à fait promettrice et qui est actuellement en développement. Donc pour conclure, ce qui est actuellement majeur à comprendre, c'est que ça a déjà, les thérapies ciblées, modifié l'histoire naturelle des lymphomes et des LLC. Donc on a des situations cliniques qui est extrêmement complexes, pour lesquelles c'était le jour et la nuit pour certains de patients, certains d'entre vous, en utilisant des thérapies ciblées, comme par exemple les inhibiteurs de BTK ou les inhibiteurs de PI3 kinase, donc ibrutinib et idelalisib. C'est la même chose pour les immunoconjugués dans les maladies de Hodgkin avec le brentuximab vedotin. Ce que je vous ai expliqué par rapport au nivolumab et l'action sur la rééducation du système immunitaire. Ce qui est important à comprendre, c'est que les concepts changent. Donc les histoires de thérapie ciblée ne viennent plus en dernier. Hein, c'est pas la solution, c'est pas la dernière chance. Mais maintenant, les thérapies ciblées viennent de plus en plus tôt dans les stratégies de traitement. On peut tout à fait retourner après à des chimiothérapies. Et je pense que ça change la donne et ça change l'histoire naturelle des lymphomes. Bien entendu, on a un certain nombre de problématiques par rapport à ces thérapies ciblées. Donc, comme je vous ai expliqué, on va cibler des voies précises et je pense que tous les lymphomes ne sont pas équivalents. Donc la grande question va être une thérapie, mais pour quel patient? Vous discuterez cet après-midi des concepts économiques et la question du temps de traitement est extrêmement important. On change d'air et on connaissait très bien la chimiothérapie, on connaissait très bien les anticorps monoclonaux et on découvre certaines nouvelles toxicités qu'on ne connaissait pas avant, puisqu'on va cibler des voies très précises. Donc ça, on doit également apprendre. On doit développer des associations avec ce qu'on connaît. Donc c'est des parcours d'études cliniques. Donc les journées du LISA l'ont bien montré, qui sont donc complexes à mettre en place.
et on doit mieux comprendre les mécanismes de résistance avec ces contournements des voies que l'on va bloquer. Donc pour finir, la chimiothérapie, ben, ça marche, hein. Il y a le côté un peu plus sexy, on va dire, avec les chemo-free. Par contre, ce qui est important, c'est le treatment-free. Donc, c'est surtout faire des plages sans traitement. Et c'est l'objectif donc, de toutes ces nouvelles stratégies. Voilà. Je vous remercie. Merci Hervé. Donc ça va être le temps de prendre des questions. Alors il y a des jeunes demoiselles qui doivent avoir 2 micros qui sont là. Vous levez la main si vous avez une question et le micro viendra à vous. Donc moi je poserai peut-être la première question. C'est qu'on s'aperçoit là que finalement vous parliez de lymphome. Mais finalement il faut parler des lymphomes parce que j'ai l'impression que plus on va vers la recherche et la connaissance de la maladie, on s'aperçoit que finalement, c'est un ensemble de plusieurs maladies. D'après ce que j'ai compris, il y a plus d'une 60aine de lymphomes qui ont été répertoriés. Du coup, est-ce qu'on ne s'oriente pas aussi vers donc, des thérapies ciblées pour chaque pathologie, enfin chaque maladie finalement, et non plus une maladie comme on le faisait actuellement? Voilà, et tu as tout à fait raison, c'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire que pour une maladie comme un lymphome folliculaire, globalement, c'est des maladies. Hein, donc, c'est des maladies extrêmement hétérogènes. L'enjeu est de savoir ce qui se passe au diagnostic, de voir quels sont, donc c'est ce qu'on a vu sur la plaque avec la cellule, quels sont les points faibles de ce lymphome folliculaire pour ce patient, pour effectivement adapter le traitement et proposer la stratégie la plus ciblée et la plus adaptée, et éviter surtout pour d'autres patients donc des traitements qui pourraient s'avérer pas forcément utiles dans cette situation. Donc pour un diagnostic précis, effectivement, un diagnostic, on va dire, facile de lymphome folliculaire, on a des aventures différentes, et c'est également vrai pour les lymphomes diffus à grande cellule B, où on arrive à sous-disséquer ces histoires biologiques qui sont différentes l'une de l'autre. Des questions? En attendant que le micro arrive, donc si on a des traitements spécifiques pour des types spécifiques de lymphome, est-ce qu'on a mis au point aujourd'hui des outils de diagnostic? Parce qu'il faut maintenant que le diagnostic soit aussi précis que possible. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu de la période actuelle. Hein. C'est effectivement avoir un profil biologique de la maladie, mais il faut que ça soit un profil qui soit compatible avec les traitements. Donc il faut que ça soit en temps réel. Donc c'est véritablement l'enjeu actuel, c'est à partir des biopsies de ganglions, d'avoir accès à des plateformes biologiques qui nous permettent d'obtenir ces profils biologiques, mais qu'on n'ait pas le résultat 3 mois après. Donc au sein du LISA, c'est une question fondamentale, et il y a des programmes biologiques, pas tellement pour d'emblée mettre en place des stratégies thérapeutiques, mais simplement qu'à l'échelle de la France, on ait un résultat qui soit compatible avec l'hospitalisation et le traitement du patient. Voilà. Donc c'est très bien d'avoir des profils moléculaires, mais il faut que ça soit compatible avec la vraie vie. Et c'est un point extrêmement majeur pour pouvoir mettre en place une thérapie ciblée. Donc, voilà. En fait, c'était plus sur la partie toxicité des traitements. Est-ce que dans tous les cas, ça reste moins toxique qu'une chimiothérapie? Et si c'est le cas, pourquoi est-ce que ce n'est pas utilisé en première ligne de traitement sur des lymphomes qui ne sont pas très avancés, qui sont en stade 1 ou 2? Donc, de toute façon, ces nouvelles thérapies sont actuellement, c'est les schémas habituels plutôt développés en rechute.
Ce qui est important au niveau des toxicités, c'est qu'on a des toxicités qui deviennent assez spécifiques par rapport au traitement qu'on utilise. Et on a un point qui est majeur, notamment par rapport au traitement habituel que les patients puissent prendre, notamment par exemple les anticoagulants, les antiagrégants, etc. Parce qu'il y a des interactions, donc on est vraiment sur des ciblages de voies. Et un certain nombre de médicaments qui sont pris habituellement par les patients peuvent soit augmenter l'efficacité des traitements et la toxicité, ou le diminuer. Pour les maladies qui sont dites indolentes, il faut réellement voir le bénéfice-risque par rapport aux stratégies conventionnelles. Donc il y a des grands essais qui nous donneront des réponses par rapport à l'utilisation d'emblée de ces stratégies de traitement. Mais pour l'instant, on n'a pas encore de réponse, en sachant que, pour revenir à la question précédente, sur des profils moléculaires précis, donc je pense par exemple à la leucémie lymphoïde chronique, on va d'emblée utiliser par exemple de l'ibrutinib ou de l'idéalisib, puisqu'on sait que la chimiothérapie conventionnelle ne marche pas. Donc il y a certaines situations où c'est déjà le cas, on utilise déjà une thérapie ciblée en toute première ligne. OK pour les diagnostics et les traitements, mais en amont, qu'est-ce qui est fait pour la recherche des causes? Alors, en termes au niveau des causes des lymphomes, il y a un énorme champ d'investigation qui est à faire. C'est-à-dire que on a actuellement à disposition très peu d'éléments prédictifs de la survenue des lymphomes. On a quelques agents étiologiques, notamment certains virus, certaines bactéries, mais globalement, ça représente 10% des causes de lymphomes. Donc il y a un champ d'investigation à mettre en place, notamment en France, sur la meilleure connaissance épidémiologique et sur les facteurs de risque des lymphomes. Donc je suis très heureux que vous posiez la question, parce que c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, pour essayer de mieux comprendre les agents étiologiques et les causes de lymphome, et surtout les facteurs de risque de lymphome. Donc les choses évoluent, puisque l'an dernier, il y a un certain nombre de maladies professionnelles qui ont été inscrites au tableau donc des maladies professionnelles sur des expositions à des toxiques. Peut-être que certains d'entre vous ont reçu des questionnaires professionnels. Donc ça, c'est une étude qu'on a mis en place à Lyon Sud et au Centre Léon Bérard pour mieux connaître votre histoire professionnelle et essayer de détecter un certain nombre de facteurs de risque par rapport. Donc ça s'appelle ProLymphome. Ça a été supporté par le CLARA, qui va nous permettre de mieux travailler cette question. Et personnellement, je travaille avec un épidémiologique de Bordeaux qui s'appelle Alain Monroe pour essayer de creuser cette question qui est, à mon avis, essentielle. Pour le lymphome du manteau, on parle beaucoup d'un médicament ibrutinib. Est-ce que ce médicament est en test en France ou est-ce qu'il est mis sur le marché? Alors l'ibrutinib est utilisé et sur le marché dans le cadre des rechutes de lymphome du manteau. Voilà, donc on l'utilise actuellement de manière courante. Ok, merci. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Jean-Paul Grosch de Robert en Moselle. Je peux vous dire que je suis un acteur direct concerné par la lymphome non-hodgkinien de type B folliculaire, soigné à l'hôpital Belle-Île de Metz, les hôpitaux privés de Metz. Et je suis reconnu en maladie professionnelle concernant ce lymphome.
suite à avoir été exposé à de nombreuses années sur le plan professionnel avec des produits solvantés, métacrylates, des résines époxydiques, tout ce qui touche éventuellement aux résines qu'on trouve dans l'industrie, bâtiment, l'étanchéité des sous-sols, dans les parkings, entre autres, quoi. J'ai effectué beaucoup d'activités en tant que sableur, grenailleur, et c'est le professeur Paris de l'hôpital de Brabois-Nancy qui m'a, suite à une expertise et mon témoignage, au bout d'un mois, qui a reconnu ce fameux lymphome non-hodgkinien et qui me l'a fait répertorier en maladie professionnelle, en étant bien sûr aussi en contact avec le fait que je suis travailleur frontalier sur le territoire de Luxembourg, avec une bonne reconnaissance aussi au niveau du Luxembourg. Mais suite à tout ça, il y a aussi un facteur qui me touche, c'est qu'on m'a décelé de l'asthme professionnel aussi, au niveau des bronchioles, d'où le fait que je suis touché en tant qu'asthmatique. Donc je pense que je suis un acteur avec un témoignage assez important pour faire avancer cette démarche que vous citiez il y a peu de temps. Donc, dans notre phase pilote pro-lymphome, ce qui est important, c'est qu'on ne vous envoie pas des questionnaires pour vous faire travailler, mais c'est surtout qu'ensuite, les questionnaires sont analysés et on peut tout à fait vous diriger vers une consultation ciblée en médecine du travail. Donc, c'est probablement ce que vous avez fait, justement pour analyser finement la situation et discuter de reconnaissance professionnelle. Je voulais revenir sur les thérapies ciblées. En fait, qui dit thérapie ciblée dit traitement plus personnalisé, c'est ça? Et comment on va pouvoir évaluer ces traitements, comment on va pouvoir les comparer, en fait? Parce que si on personnalise de plus en plus, est-ce que ce ne sera pas plus difficile de comparer les traitements que l'on administre et d'évaluer les meilleures références? Merci pour la question. Ouais. C'est sûr qu'on ne va pas vers la simplification de notre travail. Je suis d'accord. Quant à la longueur des traitements, à l'évaluation des traitements, donc on a commencé le topo par des PET scans, hein, vous avez vu ces belles images, et les choses changent complètement avec les thérapies ciblées, notamment l'immunothérapie, parce que vous avez vu, c'est de l'immunothérapie active. Donc, est-ce qu'un PET scan qui ne devient pas normal est absolument anormal? On va adapter nos critères de comparaison et nos critères de réponse. Donc, il y a des jeunes patients qui bénéficient de nivolumab, qui vont parfaitement bien et qui ont toujours des PET scans qui sont toujours, entre guillemets, aussi pathologiques. Donc, il y a des nouveaux critères de réponse sous immunothérapie qui sont actuellement développés. Quant à la comparaison entre les thérapies ciblées, je pense qu'on va également changer d'air, puisque maintenant on aura pu des études où on va comparer deux traitements, mais on va probablement avancer vers des stratégies parallèles avec des données biologiques de départ pour qu'on ait des traitements ciblés patient par patient. Bonjour, en fait j'avais deux toutes petites questions. Vous parlez de médecine personnalisée et je voulais savoir si, comme par exemple dans le cancer du poumon, il y avait la mise en évidence de mutations qui pouvaient vous aider à choisir quel traitement pour quel patient. Et ma deuxième question, qui doit être très bête, mais je ne suis pas experte du tout du lymphome, vous parlez à plusieurs reprises de la leucémie lymphoïde chronique et j'ai l'impression que les traitements sont assez proches. Est-ce que vous mettez tout dans le même groupe ou pas du tout? Voilà. Merci. Du coup, pour la première question, on utilise déjà en pratique, notamment dans la leucémie lymphoïde chronique, des données biologiques spécialisées pour définir si on utilise d'emblée des traitements ciblés. Donc ça correspond, quand on doit utiliser un traitement, puisque dans la leucémie lymphoïde chronique, dans les 3/4 des cas, on n'a pas besoin d'utiliser de traitement d'emblée. Il y a une surveillance qui est établie. Mais quand on doit faire un traitement, il y a à peu près 10 à 15% des patients qui ont un certain nombre d'anomalies moléculaires et on va utiliser un traitement ciblé
comme par exemple l'ibrutinib ou l'idélalysib. Voilà. Donc ça, c'est l'aspect extrêmement pragmatique. On a discuté de profils moléculaires, et notamment, par exemple, dans les lymphomes folliculaires, il y a des anomalies épigénétiques, donc autour de l'ADN, qui sont récurrentes. Et c'est sûr que c'est des profils qu'on analysera pour pouvoir faire bénéficier aux patients de traitements ciblés sur l'épigénétique. Donc c'est effectivement ce qui sera fait. Et la troisième question par rapport au LLC, c'est sûr qu'il y a un continuum physiopathologique, puisque la cellule d'origine, c'est le lymphocyte B, entre les lymphomes et les LLC. Merci Hervé. Est-ce qu'on peut dire que la LLC, c'est une forme de lymphome? Oui, tout à fait, oui. Merci beaucoup Hervé.